Bonjour, aujourd'hui chapitre 15, Initiation à la théorie de la relativité restreinte. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que la relativité restreinte et qu'est-ce qui a amené Einstein à établir cette théorie de la relativité restreinte. Il faut bien comprendre que dans cette théorie de la relativité restreinte, pour la première fois, on arrive à des notions de physique pour lesquelles on n'a pas tout de suite fait des expériences qui ont pu confirmer cette théorie. En premier, et c'est en direct lien avec ce que vous voyez en philosophie, en premier, tout part d'une expérience de pensée. Réfléchissons. Si un passager marche dans un train qui roule, on peut penser que la vitesse du passager par rapport au référentiel terrestre va être égale à sa vitesse à lui, plus la vitesse du train qui roule. On parle alors de la loi de composition des vitesses. Par contre, imaginons la même chose maintenant. Un passager qui court, toujours dans un train, mais à la vitesse de 200 000 km par seconde. Alors que le train, lui, roule à la vitesse de 200 000 km par seconde. Bien évidemment, le passager et le train vont dans le même sens par rapport au sol. On peut se poser la question alors, quelle est la vitesse du passager par rapport au sol? Si on raisonne comme précédemment, eh bien on va dire la vitesse du passager par rapport au sol, c'est sa vitesse à lui plus la vitesse du son, ce qui correspond à 400 000 km par seconde. Et là, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Car à ce moment-là, ça voudrait dire que le passager va plus vite que la lumière, ce qui n'est pas possible. On ne suit plus les lois de la mécanique classique. Reprenons cet exemple à l'écrit en complétant notre leçon. Dans la première question, on vous demande de raisonner en physique classique, c'est-à-dire sans tenir compte de la relativité, et de montrer que la distance parcourue par les muons ne doit être que de quelques centaines de mètres. Donc, question numéro 1, pour calculer une distance, on utilise la formule classique, c'est-à-dire d est égal à la vitesse multipliée par la durée delta t0. Ici, la durée va être la durée de vie des muons, puisque ça va nous donner quelle distance ils sont capables de parcourir pendant leur durée de vie. Calculons donc cette distance petit d. La vitesse, c'est 0,9997 multiplié par la célérité de la lumière, 3,00 fois 10 puissance 8, multiplié par la durée de vie des muons, c'est-à-dire 2,2 fois 10 puissance moins 6 pour convertir les microsecondes en secondes, ce qui nous donne 6,6 fois 10 puissance 2 mètres, c'est-à-dire quelques centaines de mètres, c'est-à-dire 660 mètres. On peut donc penser qu'il n'y a aucun muon qui va arriver au niveau du sol. Et pourtant, ces muons sont détectés au niveau du sol. Ce qui signifie que ce qu'on vient de faire en physique classique n'est plus valable. Ce n'est plus valable tout simplement parce que les muons ont une vitesse qui est proche de la vitesse de la lumière. Et donc à ce moment-là, on ne peut pas négliger le phénomène de relativité. Nous allons donc maintenant raisonner en utilisant la physique relativiste. Il faut commencer par définir la notion donc de référentiel. Donc ici, première question, quel est le référentiel propre? Le référentiel propre, ça va être le référentiel du muon, puisque c'est par rapport au muon que les deux événements, la création et le passage du sol, se situent au même endroit. Donc référentiel propre, c'est-à-dire référentiel du muon. Ensuite, dans la question petit b, on vous demande de déterminer la valeur du coefficient de Lorentz.
Donc gamma, le coefficient ou facteur de Lorentz, c'est la même chose, va être égal à 1 moins v carré sur c carré, le tout sous la racine. On remplace, ça va donner 1 sur 1 moins 0,9997c divisé par c au carré. On voit que les c vont se simplifier. On n'oublie pas de mettre la racine et on trouve 40,8. Question petit c. On nous demande ensuite d'en déduire la durée de vie d'un muon mesuré par un observateur terrestre. L'observateur terrestre, ça va être un temps qui est mesuré dans le référentiel impropre. Donc on va avoir delta t, le delta t mesuré dans le référentiel impropre, qui va être égal à gamma multiplié par delta t0, où delta t0, c'est la durée dans le référentiel du muon. C'est-à-dire qu'on va avoir delta t0 qui va être égal à 2,2 fois 10 puissance moins 6 secondes. On en déduit delta t, 40,8 multiplié par 2,2 fois 10 puissance moins 6, ce qui nous fait 90 fois 10 puissance moins 6 secondes, c'est-à-dire 90 microsecondes. On voit bien que la durée mesurée par l'observateur terrestre est beaucoup plus grande que celle dans le référentiel du muon. La distance d', mesurée donc par l'observateur terrestre, va donc être égale à V multiplié par delta t, ce qui va nous donner 2,7 fois 10 puissance 4 mètres, ce qui fait 27 km. On voit bien qu'il y a donc une relation entre la durée qui est mesurée et la distance qui est parcourue. Si on modifie la valeur de la durée, la distance va forcément être modifiée. Ici, les muons vont pouvoir parcourir 27 km, ce qui est supérieur à leur altitude, donc ça veut dire qu'ils vont bien atteindre le sol. Cet effet relativiste se fait sentir même à des faibles vitesses, par exemple dans un appareil que nous utilisons tout le temps, le GPS. Je vais donc vous laisser regarder la vidéo et ensuite répondre aux questions. Je vous mettrai la réponse ensuite. Nous voyons que les effets relativistes existent même à faible vitesse. C'est l'exemple du GPS. Vous avez regardé la vidéo, maintenant nous allons vérifier par le calcul les données de la vidéo. Par exemple, première affirmation qu'on vous donne, si le temps mis par le signal pour aller du satellite à l'appareil GPS vaut 70 millisecondes, il parcourt une distance d'environ 21 000 km. Vérifions cette affirmation. Donc nous cherchons une distance, c'est-à-dire petit d. Cette distance, ça va être égal à la célérité du signal, c'est-à-dire de l'onde électromagnétique, multipliée par la durée delta t de propagation de ce signal, ce qui va donner 3 fois 10 puissance 8, puisque c'est une onde électromagnétique, multiplié par 70 fois 10 puissance moins 3, ce qui fait 2,1 fois 10 puissance 7 mètres, ce qui fait 21 000 km. Nous avons donc vérifié cette première affirmation. On vous demande ensuite, dans la question 2, une imprécision sur le temps d'1 millionième de seconde provoque une imprécision sur la précision de 200 mètres. Donc on effectue le même calcul, on calcule la distance parcourue par le signal pendant ce 1 millionième de seconde. La célérité, c'est toujours la même, 3 fois 10 puissance 8. 1 millionième de seconde, ça veut dire 1 sur 1 million. Donc 1 sur 10 puissance 6. Ce qui nous fait 3 fois 10 puissance 8
multiplié par 10 puissance moins 6, ce qui fait 300 mètres. Question petit 3, pour avoir une précision sur une distance de 30 mètres, il faut une horloge précise au 10 millionième de seconde. Donc cette fois-ci, ce qui nous intéresse, c'est de calculer delta t, la durée, connaissant la distance et la célérité. Donc la durée, c'est la distance divisée par la célérité. On veut une précision de 30 mètres avec une célérité de 3 fois 10 puissance 8, ce qui fait 1 fois 10 puissance moins 7 secondes, ce qui correspond donc à 1 sur 10 fois 10 puissance 6 secondes, donc bien 1 sur 10 millionième. Petit 4, on cherche à déterminer l'erreur que l'on aurait au bout de 24 heures si on ne tient pas compte de la relativité restreinte, c'est-à-dire de la dilatation des durées. L'horloge embarquée dans le satellite, qui se déplace à une vitesse d'environ 4000 mètres par seconde par rapport au sol terrestre, permet de mesurer des durées extrêmement précises. Un appareil GPF se trouve sur Terre et reçoit le signal émis par le satellite. Donc en premier, quel est le référentiel propre et quelle est la durée propre? Le référentiel propre, je vous rappelle la définition, c'est le référentiel dans lequel les deux événements ont lieu au même endroit. Il s'agit donc du référentiel du satellite. La durée delta t va donc être égale à la durée mesurée par le satellite, c'est-à-dire 24 heures, ce qui fait 86 400 secondes. Le référentiel impropre est donc forcément le référentiel terrestre. La durée impropre correspondante va donc être delta t est égale à gamma multiplié par delta t0. Si le référentiel du satellite était le référentiel propre, 24 heures représentait delta t0. Donc on va avoir 86 400, notre delta t0, multiplié par gamma, c'est-à-dire 1 divisé par racine carrée de 1 moins 4000 au carré, divisé par 3 fois 10 puissance 8 au carré, ce qui fait quand on effectue le calcul, en gardant tous les chiffres après la virgule, 86 400, virgule 0, 0, 0, 0, 1 seconde. Pour calculer maintenant l'écart de durée, on réalise donc le calcul delta t moins delta t0 en reprenant le résultat qui est dans la calculatrice pour garder la précision et toutes les décimales. En effectuant ce calcul, on trouve 7,681 fois 10 puissance moins 6 secondes. Calculons donc la distance qui correspond à cet écart de durée. D est égal à C multiplié par donc delta t moins delta t0, ce qui va nous donner 3 fois 10 puissance 8 multiplié par 7,681 fois 10 puissance moins 6, ce qui fait 2304,3 mètres, ce qui est loin d'être négligeable.